Nous offrons la traduction simultanée vers l'anglais et vers le français. Donc, nous n'offrons pas de traduction vers l'espagnol. Si vous ne comprenez pas l'une des trois langues, nous vous invitons à sélectionner votre langue de préférence entre le français et l'anglais dans le menu du Zoom sous l'onglet Interprétation qui est identifié par le symbole du globe terrestre. So please note that this conference will be trilingual. Some speakers will talk in English, others in French, and one speaker will talk in Spanish. We offer simultaneous interpretation in English and French, but unfortunately not in Spanish. So if you don't understand either language, please select your preferred language between French and English in the Zoom menu under the tab Interpretation. Je vous laisse quelques secondes pour activer la traduction. Donc, je m'appelle Véronique Tessier, je suis directrice adjointe au réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, le RATMAC. Nous organisons cette conférence virtuelle en compagnie d'Amnesty International Canada francophone. Nous sommes extrêmement choyés de recevoir aujourd'hui le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage, M. Tomoya Obokata, qui est avec nous aujourd'hui pour nous partager certains constats et recommandations en lien avec les personnes migrantes issues de son rapport final sur le Canada. Les déclarations du rapporteur spécial selon lesquelles les programmes de travailleurs étrangers temporaires du Canada sont un terreau propice aux formes contemporaines d'esclavage ont fait grand bruit à travers le pays cette dernière année. Le gouvernement fédéral et des associations d'employeurs ont contesté plusieurs des constats et recommandations du rapporteur, tandis que des groupes de la société civile ont largement appuyé ces recommandations. Dans le contexte du dépôt de son rapport final au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a eu lieu la semaine dernière, nous sommes très choyés d'accueillir M. Tomoya Obokata pour une conférence virtuelle sur le sujet. Donc, commençons par la revue de l'ordre du jour de la conférence. Je vous présenterai premièrement quelques détails techniques à prendre en compte pour le bon déroulement de l'activité. Ensuite, ma collègue Marisa Berry-Mendes de Amnesty International Canada francophone présentera les derniers développements concernant le travail migrant au Canada. Nous écouterons ensuite l'intervention de M. Obokata, qui sera suivie de celle de nos trois invités, Bénédicte Carole Zé, Aditya Rao et Nina Gonzalez. L'événement se conclura par une période de questions qui vous permettra d'échanger avec nos invités. Donc, pour ce qui est des détails techniques, on peut changer la diapo. Vos micros et vos caméras sont désactivés pour favoriser le bon déroulement des prises de parole. Puis, je vous rappelle que l'interprétation simultanée est offerte vers l'anglais et vers le français. Il s'agit de cliquer sur l'icône du globe terrestre en bas de votre écran pour sélectionner la langue de votre choix. Une intervention aura lieu en espagnol. Vous pouvez converser avec les animatrices et les autres participants via la boîte de conversation, le chat. Pour poser vos questions aux conférenciers, nous vous invitons plutôt à utiliser la fonction questions et réponses. Vous pouvez y écrire vos questions à tout moment pendant l'événement, mais elles seront seulement posées à la toute fin aux conférenciers. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Marisa Berry-Mendes pour la présentation de notre thématique. Bonjour, merci Véronique. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Marisa Berry-Mendes. Je suis responsable des campagnes chez Amnesty International Canada francophone. Je me joins à vous à partir de nos bureaux à Tiohtià:ke, territoire autochtone non cédé, où la nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux. Avant de procéder aux interventions de nos panélistes, je voulais fournir un contexte sur les actualités concernant les personnes migrantes, en particulier les travailleuses et travailleurs migrants venant dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires dont fait objet une partie du rapport final du rapporteur spécial. Depuis la déclaration initiale en septembre 2023 du professeur Obokata, où il affirmait que les programmes de travailleurs étrangers temporaires du Canada sont un terrain propice aux formes contemporaines d'esclavage, il y a eu plusieurs réactions de la part du gouvernement et du secteur privé.
et d'autres développements ont suivi. En fait, ça a brassé pas mal cette année. En septembre 2023, à peine 2 semaines après la déclaration du rapporteur spécial, le Comité parlementaire sur la citoyenneté et l'immigration au niveau fédéral a passé une motion pour réaliser une étude sur les permis de travail fermés dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Lors des séances avec les témoins, certains députés ainsi que le ministre de l'Immigration ont manifesté leur désaccord avec l'association entre le programme des travailleurs étrangers temporaires et l'esclavage moderne. Le rapport de ce comité est dû cet automne. Au niveau du Québec, la ministre de l'Immigration de l'époque avait mandaté une étude de permis fermé par la Commission des partenaires du marché du travail, une étude qui s'est avérée non concluante en raison du désaccord entre les membres patronaux et syndicaux de la Commission. Certaines entreprises du secteur privé se sont également prononcées publiquement contre le lien fait entre l'esclavage moderne et le programme. Par exemple, Ontario Fruits and Vegetables Growers Association et le Conseil du patronat du Québec. En printemps de cette année de 2024, des organisations de la société civile ont eu vent de changements proposés au programme des travailleurs étrangers temporaires par le gouvernement fédéral, qui ne sont pas encore publics. Le gouvernement propose de créer un nouveau volet pour l'agriculture et la transformation du poisson, dans lequel les travailleuses et travailleurs auraient droit à un permis de travail sectoriel plutôt que fermé, pendant que les travailleuses et travailleurs dans d'autres secteurs auront toujours des permis fermés liés à un seul employeur. Il est important de noter que les travailleuses et travailleurs eux-mêmes, les syndicats et les organismes de défense des droits demandent des permis ouverts et non pas sectoriels dans le cadre du programme depuis maintenant plus d'une décennie. Des consultations sur ces changements proposés sont présentement en cours. Au mois de mai, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a publié son rapport issu d'une étude sur la main-d'œuvre temporaire et migrante au Canada. Parmi les recommandations du rapport, on trouve l'abolition des permis de travail fermés et un meilleur accès à la résidence permanente pour les travailleuses et travailleurs migrants. Au mois de juin, le gouvernement fédéral a annoncé que les aides familiales migrants auront désormais un statut permanent à leur arrivée au Canada, une demande pour laquelle elles se sont battues depuis très, très, très longtemps. Finalement, au mois d'août, le gouvernement du Canada a annoncé le gel, l'arrêt ou la réduction, selon la région et le secteur d'activité, des permis de travail pour les postes à bas salaire dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Il faut mentionner que ces mesures, qui visent la réduction du nombre de travailleuses et travailleurs migrants au Canada plutôt que la protection des droits, auront très probablement l'effet d'alimenter la population des personnes sans statut. Et ce, dans un contexte où la promesse d'un programme de régularisation pour les personnes sans statut, attendu depuis que le premier ministre s'y est engagé en décembre 2021, n'aboutit pas. Je veux mentionner également que pendant ce temps, depuis plus ou moins l'été 2023, on observe un discours toxique qui s'enracine à propos des immigrants temporaires. Au Québec, ces personnes deviennent les boucs émissaires de tout problème social, de la crise du logement au supposé déclin de la langue française, avec des ministres et leaders de partis politiques qui promeuvent très activement et sans honte ce narratif. Dans le reste du Canada également, on associe les personnes migrantes avec la crise du logement et il est reporté que le fameux consensus canadien sur les bienfaits de l'immigration est en péril. Un dernier point, mais non le moindre, il y a 2 recours collectifs qui ont été déposés contre le gouvernement fédéral, un en Ontario, un au Québec. Tous les 2 allèguent que les permis de travail fermés sont inconstitutionnels et l'un d'eux affirme que le Canada a violé les droits garantis par la Charte des travailleurs agricoles migrants en exigeant qu'ils cotisent à l'assurance-emploi tout en les empêchant d'accéder à ces prestations. Le recours déposé par l'Association des droits des travailleurs et travailleuses de maisons et de fermes, basée à Montréal, vient d'être autorisé. Alors voilà un peu le bilan des événements survenus cette dernière année entre la visite du rapporteur spécial et la présentation de son rapport final au Conseil des droits de l'homme à Genève. Merci et Véronique, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Marissa, pour ce résumé. Donc, j'ai vu quelques questions dans le chat concernant la traduction simultanée. Nous offrons de l'interprétation vers le français et vers l'anglais. Il s'agit de sélectionner l'onglet Interprétation dans le bas du menu Zoom
C'est marqué d'un petit globe terrestre et vous allez pouvoir sélectionner l'anglais pour les personnes qui se le demandaient. Donc, je vous présente maintenant notre conférencier invité, M. Tomoya Obokata. Peut-être, Monsieur, Véronique, je m'excuse, je vais oui, dire la même chose en anglais pour les gens qui n'ont pas parfait. compris et Ah, qui bien n'étaient pas sûr, bien branchés. sûr, bien sûr. So just for anybody who doesn't understand Alors, French, pour ceux et celles qui ne comprennent pas le français et aimeraient mieux entendre la présentation en anglais, il y a en bas de votre écran Zoom, il y a un petit bouton que vous pouvez sélectionner interprétation et puis sélectionner anglais ou français. A été nommé rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, en mars 2020. M. Obokata est un expert japonais du droit international et des droits de l'homme qui est spécialisé dans la criminalité transnationale organisée, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. Il est actuellement professeur de droit international et de droits humains à la faculté de droit de York. Nous allons maintenant écouter le rapporteur spécial nous parler des principaux constats issus de son rapport sur le Canada. Nous vous écoutons, M. Obokata. Well, thank you very much for that introduction. And Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à toutes et tous, tout le monde ici qui écoute. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis Toyomona au Bogota. Comme présenté, je suis le rapporteur spécial sur les modes contemporains d'esclavage à l'ONU et en Genève. Comme vous savez, j'ai visité officiellement votre pays entre août et septembre l'année passée pour vraiment investiguer comment le Canada va adresser ces formes modernes d'esclavage. On parle euh, l'exploitation sexuelle, les servantes domestiques et aussi l'exploitation des enfants dans les milieux de travail. J'ai commencé en Ottawa, j'ai visité même Moncton, Vancouver et la ville de Toronto et Montréal. J'ai eu la chance de rencontrer au-dessus de 200 personnes parties prenantes, aussi au niveau de provincial, territorial et gouvernement fédéral, les organisations de société civile, les syndicats de travail, les institutions de droits de la personne, les différents commerces, les experts académiques et des travailleurs et travailleuses et des victimes de ces formes contemporaines d'esclavage. À la fin de ma visite, j'ai parlé de mes découvertes initiales et je suis en train de le transférer sur un rapport final. Pendant cette période, je travaille avec différents parties prenantes, des officiels de gouvernement et des différents commerces. Et je parle devant le Sénat, les différents niveaux de gouvernement depuis l'année passée. J'ai pu compléter mon rapport l'été passé. J'ai fait la présentation juste la semaine passée pour le Conseil des droits de la personne à l'ONU. Maintenant, j'aimerais aller en profondeur des différents enjeux dans lesquels je parle de vraiment les traitements des personnes migrantes dans le milieu de travail. J'ai des craintes élevées, les salaires très bas et les travails, surtout agricoles, dans le programme des travailleurs et travailleuses temporaires. Comment ça vraiment encourage ces formes contemporaines d'esclavage. L'intention, au début, c'était pas vraiment juste donner l'impression que l'abus, c'est systématique dans tous les secteurs à travers le pays. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont protéger et respecter les lois et les droits des personnes travailleurs et travailleuses. J'ai eu la chance de rencontrer différents employeurs de plusieurs secteurs en personne pendant et après ma visite pour partager des exemples des bonnes pratiques et le respect des droits de travail. J'ai rencontré les personnes travailleuses qui n'ont pas rencontré l'exploitation, l'abus de leurs droits de base. Par contre, il y a certaines parties de ce programme des travailleurs temporaires, c'est
ce n'est pas nuisible ou négligeable, je veux dire. J'ai parlé avec plusieurs parties prenantes, plus que 100 personnes travailleuses migrantes avec les conditions de travail terrible. Trop d'heures de travail, les environnements dangereux, les salaires très bas, pas de temps supplémentaire qui est payé, les abus, l'harcèlement sexuel, l'intimidation et la violence vécue au sein de leurs employeurs. Les travailleurs et travailleuses ont essayé de négocier leurs conditions de travail. Souvent, ils ont perdu leur poste ou ont reçu les menaces tout de suite. Et la protection pour les enjeux de santé et sécurité au travail a un manque de contrôle selon l'information que j'ai reçue et ne sont pas respectés avec les différents accommodements qui existent par les employeurs. J'ai entendu beaucoup de cas de conditions qui inclut comme les surpeuplements. Il y a 15 à 20 personnes qui partagent un seul salle de bain, la situation de logement. Avec un mélange des genres, alors les femmes qui n'ont pas voulu vivre avec des hommes, aussi un manque d'entreposage, etc., qui peut et qui sont vraiment contre les standards internationaux pour les droits de la personne. C'est important de souligner, il y a beaucoup de personnes travaillant qui s'endettent pour participer même dans ce programme de travailleurs temporaires et ils utilisent leur salaire pour payer les dettes pour avoir accès à ce programme même. Alors, tous ces exemples, et on parle de vraiment de liés à leur dette, et ça c'est une forme contemporaine d'être lié aux leurs employeurs. Les, les travailleurs sont exploités au Canada et c'est vraiment pourquoi ça arrive, c'est parce que leurs permis de travail sont fermés, ils sont liés à des employeurs. En particulier, ça crée des liens de dépendance et un imbalance de pouvoir entre les travailleurs et les employeurs. Ils peuvent trop contrôler et augmenter les cas d'abus et de risques. Exploitation or abuse as they fear the Il loss est of naturel que les travailleurs aient des craintes quant à dénoncer leurs conditions de travail. Et ils font face également à des risques de déportation en cas de plainte et donc de perte de leur emploi. Il y a des situations similaires également dans d'autres pays. De nombreux efforts ont été mis en place afin de recruter des travailleurs migrants au Canada, mais ceci ne leur donne pas le droit d'exploiter leurs travailleurs et travailleuses. J'ai également apprécié l'existence de plusieurs programmes, comme des programmes temporaires, notamment les systèmes de plainte existants actuellement sont bureaucratiques, prend plus de 12 mois et n'ont que très peu d'impact sur la réalité. Selon l'information que j'ai reçue, les travailleurs qui n'ont pas de papier, sont sans papier et donc sans documents légaux, n'ont pas accès à ces types de plaintes. Le problème avec ces permis fermés, c'est que les travailleurs qui se retrouvent sans emploi ne peuvent pas recommencer à travailler avant d'avoir un nouvel employeur qui leur permet d'avoir un permis de travail, ce qui est à peu près impossible selon les témoignages reçus des travailleurs et travailleuses, puisque pour la question de l'accès à la question de l'accès à la langue, la question de la compréhension des systèmes bureaucratiques rend très improbable la possibilité qu'un nouvel employeur offre une option de travail. C'est ce qui augmente et fait de ce programme un terreau fertile pour des violations aux droits du travail et des abus graves. C'est pour ça que j'ai fait des recommandations au gouvernement fédéral quant à la modification du caractère fermé de ces permis afin de permettre aux travailleurs et travailleuses de changer d'employeur s'ils ne sont pas satisfaits avec les conditions.
Ça permettrait de garantir des droits. Le Canada a des programmes de mobilité de la force de travail qui permet d'accéder au marché du travail. Et il faudrait étendre ces permis à l'ensemble des travailleurs du marché afin d'éviter ces abus. Sur la question des visites sur les lieux de travail des agents des normes du travail afin de vérifier les conditions, n'ont lieu que de façon très occasionnelle et en général ne permettent pas d'aller de l'avant et les employeurs sont très souvent mis au courant et donc s'arrangent, selon les témoignages que j'ai reçus et l'information à laquelle j'ai eu accès, pour que les violations les plus graves ne soient pas visibles le jour de la visite. Ces visites et les inspecteurs du travail doivent arriver par surprise afin de pouvoir identifier les abus. Et ça va être beaucoup plus efficace si ces visites sont surprises. Il faut également renforcer l'accès à la justice pour les travailleurs. Je sais qu'il existe des systèmes de plainte, mais en général, la plupart des travailleurs ne savent pas comment s'y prendre et le gouvernement se repose sur les employeurs et les organisations de la société civile afin de rendre accessibles ces programmes de plainte. Notamment, beaucoup de l'information est disponible par Internet. Internet qui n'est pas accessible dans les zones rurales pour ces travailleurs et travailleuses. Les services fédéraux devraient rendre accessible l'information nécessaire aux travailleurs sur le terrain. Les travailleurs migrants et travailleuses migrantes qui contribuent à l'économie canadienne devraient avoir accès à la possibilité d'une résidence permanente, mais c'est très peu probable lorsqu'on parle du secteur agricole. Il y a très peu d'opportunités de migration à long terme. Je pense que c'est discriminatoire. C'est pour cela que mes recommandations euh, proposent d'offrir l'opportunité de la résidence permanente à l'ensemble des travailleurs et travailleuses sans discrimination du secteur. La régularisation des travailleurs sans papier est également fondamentale. Il est nécessaire d'avoir une entité en charge de la question de la protection des droits des travailleurs et des travailleuses migrantes afin de s'assurer qu'ils aient le droit tant au logement que comme à d'autres services sociaux afin de simplifier l'accès à ces droits. J'ai fait mes recommandations la semaine dernière. J'ai déjà eu un dialogue à Genève avec le gouvernement canadien. Ce n'est pas le début du processus, ce n'est que le début du processus, c'est très important de le comprendre. Nous allons continuer d'avoir un dialogue avec les organisations sociales, avec les organisations de la société civile, les syndicats, avec les travailleurs. Donc, restons en contact. Je veux écouter les enjeux. Et nous continuerons d'intervenir auprès du gouvernement canadien en cas de nécessité. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, je suis ici jusqu'à la fin du webinaire, donc je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. J'ai hâte de pouvoir écouter les prochains panélistes et d'avoir une conversation. Merci, Monsieur le rapporteur. Vos constats font écho à ce que nos organisations constatent sur le terrain, sur une base quotidienne, et à ce que les travailleurs et travailleuses migrants nous dénoncent. Donc, comme en tant que rappel, nous offrons l'interprétation simultanée vers l'anglais et vers le français. Vous pouvez vous connecter en cliquant sur le petit globe terrestre juste en bas dans le menu Zoom. As a reminder, we offer simultaneous interpretation to French and to English, so don't hesitate to. Il y a de l'interprétation, donc n'hésitez pas à l'activer en bas de votre écran. Et je vous rappelle également que les questions seront posées à la toute fin au rapporteur spécial et aux autres panélistes. Donc, utilisez la boîte questions et réponses dans le menu du Zoom. Donc, nous passons maintenant la parole à notre première panéliste, Bénédicte Carole Zé.
Madame Zé est arrivée au Canada en 2016 dans le cadre du volet agricole du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Elle milite en faveur des droits des personnes migrantes au sein de plusieurs organisations de Montréal, dont le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, Solidarité sans frontières et l'Association pour les droits des travailleurs de maisons et de fermes. On l'a notamment vu livrer son témoignage dans le film Essentiel, qui a beaucoup marqué les esprits. Madame Zé, la parole est à vous. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Mon témoignage, beaucoup l'ont suivi, ce qui fait que je ne vais pas m'attarder à raconter encore mon histoire. Je crois que ce n'est pas le plus important. Mais le plus important que je vais signifier aujourd'hui, c'est euh, grâce à mon histoire, grâce à des associations qui m'ont donné la chance de militer et qui m'ont donné la chance d'être ce que je suis aujourd'hui au Canada. Mon parcours, je vais un peu m'attarder sur certains points qui me font préciser que le terme du permis fermé, pour moi, c'est vraiment l'esclavage moderne. En dehors que ce soit l'esclavage moderne, ça ramène des personnes à une vulnérabilité qui leur fait perdre, qui se retrouvent sans statut. Et le système entier du Canada, je veux dire entre parenthèses, le gouvernement est complice de la maltraitance humaine que vivent ces personnes, y compris moi. Parce que en dehors que le système expose des êtres humains, il faut dire des êtres humains qui sont considérés euh, moins, moins que les autres. C'est un système pour moi très discriminatoire de par mon histoire et de par l'histoire de beaucoup comme moi qui sont arrivés dans la même situation. Le système nous expose à la maltraitance humaine. Moi, j'ai vécu toute forme de maltraitance. J'ai été séquestrée, euh, j'ai été maltraitée, j'ai été harcelée psychologiquement et même sexuellement. Et je n'avais nulle part où je pouvais, je n'avais pas accès à l'information. Et ça arrange certains employeurs, je n'ai pas dit tout, mais ça arrange certains employeurs, ce qui fait que quand un travailleur temporaire se retrouve en train de quitter un employeur et se met à chercher un autre employeur avec un permis fermé, les employeurs ne veulent pas les employés qui ont déjà accès à l'information. Ils préfèrent des employés venus fraîchement, naïfs, qui viennent vivre le rêve québécois, le mensonge du rêve québécois, qui croient venir dans un pays libre et qui ne connaissent pas leurs droits. Moi, je m'exprime en français. Si j'ai vécu tous ces maltraitances, je n'ose pas imaginer mes collègues qui ne s'expriment pas en français, qui s'expriment peut-être seulement en espagnol ou en anglais ou encore à leur dialecte. Donc, ils se retrouvent en train de vivre toute forme de maltraitance et je trouve que le gouvernement est complice de cela parce que ouvrir un permis à tous les employés, c'est comme donner le droit de dignité, le droit humanitaire même à toute personne d'avoir un choix, de pouvoir dire non à une forme de maltraitance, de pouvoir se sentir égal à un autre être humain. Moi, pendant 2 ans, je me disais que dans cette nouvelle vie, dans un nouveau pays, je n'étais pas à ma place, malgré que je contribuais à à l'économie, malgré que je travaillais fort pour mon employeur, malgré que je travaillais fort pour la communauté, du simple fait que je sois noire, du simple fait que je me suis vraiment sentie moins que rien pendant des années et je me posais des questions. Pourquoi? Parce que dans le pays où je sors, on parle des pays archaïques, mais dans le pays où je sors, on respecte tout le monde, on respecte les Blancs, on respecte les Noirs, tout le monde à sa place. Mais là, moi, je me suis sentie vraiment, vraiment comme insultée, diminuée, alors que je venais chercher une vie meilleure pour moi et mes enfants. Donc, et moi, je trouve que ouvrir ce permis aussi, c'est en quelque sorte arranger la situation qui fait en sorte que les personnes immigrent sans raison, ce qui fait que ça va donner la possibilité
d'à travers les histoires, des témoignages, des campagnes, de faire comprendre l'égalité qu'il y a dans les pays et que nous puissions copier ce que nous avons trouvé de meilleur ici pour transmettre dans nos pays que nous avons laissés. Mais quand nous venons et que nous crions de ce que nous avons vécu, on se dit finalement, il n'y a pas de justice nulle part. On vient dans un pays de choix, on dit on quitte nos pays du fait que peut-être on se sent en danger, peut-être euh, on n'a pas de choix sur oh, je ne peux pas choisir devenir ce que je veux être, peut-être mon choix sur ma religion, mon choix sur mon sexe. Je viens dans un pays où tout le monde est égal et puis on arrive, c'est le contraire. Ça a juste des petites parties qui sont acceptées, mais en réalité, les êtres humains sont différents. Les blancs sont différents des noirs. Excusez-moi si je suis crue dans mes mots. Le noir reste inférieur, la personne qui vient de l'Amérique latine reste inférieure. Nous ne sommes pas les mêmes êtres humains avec les mêmes droits, au fait. Et ça, c'est vraiment, on retourne à l'Antiquité où l'esclavage était galvanisé, où la crête humaine était reconnue, mais c'est comme sous couvert et c'est vraiment très méchant. Euh, je continue par contre en disant, aujourd'hui, je trouve aussi que le gouvernement est complice de ce qu'ils appellent crise de logement parce que pendant que nous, on militait pour que on donne le statut à toutes les personnes sans statut au Canada. Il y a des jeunes qui sont venus bébés, qui ont grandi ici, qui sont statuts. On a des personnes jeunes qui veulent travailler, qui se font exploiter par les employeurs en travaillant dans des conditions épouvantables parce qu'ils n'ont pas de statut et qu'ils ne peuvent même pas revendiquer leurs droits. Mais eux, ils ont ouvert beaucoup d'ouverture pour faire entrer encore des personnes sans avoir résolu le problème des personnes qui sont déjà sur le territoire. Ce qui fait qu'ils font encore entrer des prochains esclaves qui vont se retrouver sans statut à cause des raisons qu'eux-mêmes ils justifient et ça ajoute la crête humaine au fait. Et puis, il parle de crise de logement, alors que parmi ces personnes, il y a des personnes qui peuvent participer pour les constructions. Moi, je trouve que c'est juste une politique pour que certaines personnes augmentent de loyer, une façade pour accuser les immigrés de tout et de rien. Et de par mon histoire, de par l'histoire que je vis des collègues, je me dis, et du fait aussi que je travaille dans la santé, j'aime toujours faire cette parenthèse-là, je travaille dans la santé et je vois à peu près à quel point des personnes âgées se retrouvent aussi dans la même situation. Ils ont des immigrés qui viennent travailler, qui leur donnent toutes les soins et l'affection dont ils ont besoin, mais ces immigrés, à leur tour, sont, avec leur permis fermé, sont vulnérables, ils vivent dans le stress, ils vivent dans la maltraitance. Je suis sûre que si on interroge beaucoup de ces personnes vulnérables qui sont des personnes âgées, ils aimeraient avoir ces personnes qui travaillent et qui leur donnent cet amour et cette attention. Mais on les fait venir avec des permis fermés et eux, le secteur se retrouve toujours en manque d'employés, alors qu'il y a des personnes qui peuvent travailler, mais qui ne demandent qu'à travailler dignement pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ma prise de parole aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, mon histoire est peut-être désastreuse, mais j'ai vécu des histoires encore plus désastreuses, des histoires inhumaines. Des... Il y a une forme de réseau qui s'est créé dans cette histoire de permis fermés où des agents de placement en ont profité pour faire venir des personnes, les exploiter, les faire travailler sans... euh, en, on a tellement de témoignages. Moi, je connais une qu'on a même fait venir en lui faisant signer avec un mort alors que la société n'existait même pas, juste pour la faire travailler dans le noir. Donc, c'est un réseau qui se crée, qui n'a pas de bon sens, qui encourage juste une crête humaine, alors que c'est simple, ouvrez les permis, donner au moins les permis ouverts à tout le monde, régulariser tous les sans-statut pour qu'on évalue la main-d'œuvre qu'il y a au Canada. Parce que ces personnes, jusqu'à preuve de contraire, même ceux qu'on expulse chaque jour, c'est des personnes qui ont travaillé. Nous avons vu pendant la COVID, je peux dire, ce n'est que nous, les immigrés, qui étions dehors, nous, les personnes non visibles qui étions dehors pour travailler, qui n'avions pas de PCU, nous avons été là pour les Québécois,
par amour. Nous ne sommes pas là, je le dis toujours, nous ne sommes pas là pour demander de l'aumône, nous ne sommes pas là pour demander la pitié. Nous voulons travailler, mais nous voulons que ce soit dignement. Nous voulons apporter, nous voulons réunir nos forces pour construire un Canada meilleur. Pas seulement un Canada meilleur, mais peut-être même un monde meilleur. Parce que tout ce qui va dans le monde, qui va mal dans le monde actuellement, c'est la cause de tout cela, même les changements climatiques. Nous sommes dans un pays bourse, on en produit plus qu'on en consomme, alors qu'il y a des sans-papiers qui n'ont pas à manger, qui se bousillent à travailler dans le noir avec pas de ressources pour savoir comment manger, pour savoir comment profiter de leurs droits. Il y en a qui travaillent, même qui n'ont pas de salaire, qui ne peuvent pas revendiquer et des déchets sont jetés. Tout cela crée des changements climatiques. Tout ce qui va dans le monde est en train de détruire non seulement le Canada, mais le monde entier. Et je crois que la solution pour cela, c'est d'abord arranger la personne qui est en même temps l'investigateur de l'harmonie, de la paix, de la force du travail qui peut mieux arranger le monde et arranger la situation, c'est l'être, pour dire arranger la situation de l'être humain. Entre nous, nous, êtres humains, si nous ne pouvons pas nous respecter, si nous ne pouvons pas travailler main dans la main pour construire un monde meilleur, nous ne sommes pas seulement en train de détruire les immigrés, parce que c'est ce que on ne dit pas aux Canadiens, mais nous détruisons, au fait, tout le monde entier. Nous détruisons les personnes âgées qui souffrent dans les maisons d'hébergement, qui ont besoin d'aide pour qu'on s'en occupe, qui ont travaillé très dur pour ce monde. Nous détruisons des personnes comme moi qui sont venues travailler dignement. Nous détruisons toutes ces personnes qui sont sans statut. Nous détruisons les dignes Québécois, les jeunes qui ne connaissent pas qui ne vont pas connaître peut-être ce que c'est que l'amour humain, mais qui vont se baser sur le capital en voulant exploiter les autres êtres humains. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Nous savons ce que l'esclavage, la colonisation a fait dans nos pays. Parce que nous n'avons pas émigré, parce que nous n'aimons pas nos pays, mais parce que nous n'avons pas de choix. Et ce choix, c'est à cause de la colonisation des pays qui nous ont colonisés. Entre parenthèses, pour notre pays, c'est la France. Et nous savons que le Québec aujourd'hui, les ressortissants du Québec sont les Français. Alors que de venir demander des excuses des années et des années plus tard, comme on a demandé aux Autochtones, commençons à cultiver un peu d'amour fraternel, un peu d'humanisme en nous pour respecter ce que c'est que l'être humain, la créature qui est l'être humain, avec ses choix, ses droits et, et sa personnalité. Toute personne a besoin de respect et de dignité. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Carole, pour votre témoignage poignant, désolant aussi, sur les conditions offertes aux travailleurs migrants au Québec et au Canada. Merci de votre courage. Alors, notre deuxième intervenant s'appelle Aditya Rao. Monsieur Rao est membre du conseil d'administration et cofondateur du Centre pour la justice migrante Madhu Verma au Nouveau-Brunswick. Cette clinique juridique est financée par la Fondation du droit du Nouveau-Brunswick et elle offre un soutien en matière de droit de l'immigration aux personnes dont le statut migratoire est précaire et aux travailleurs migrants qui fuient des lieux de travail abusifs. M. Rao va réagir au rapport du rapporteur spécial et nous parler de la situation qu'il observe sur le terrain. M. Rao, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup. Bonjour tous et toutes. Merci pour l'invitation. Mais tout d'abord, merci à la consoeur Bénédicte pour son témoignage courageux, pour son appel à la solidarité. Toutes nos luttes sont liées. C'est tellement important de garder ça à l'esprit. Merci, merci beaucoup, Bénédicte. Écoutez, le Nouveau-Brunswick, c'est une petite province. Nous vivons mais quand même, nous vivons les mêmes grands problèmes que tout le monde. On est tellement reconnaissant d'être invité ici pour cette discussion. Mon nom, comme Véronique a dit, est Aditya Rao. Je représente le Centre Madhu Verma pour la justice migrante au Nouveau-Brunswick. On est une petite organisation à but non lucratif avec une petite clinique juridique financée par la Fondation du droit du Nouveau-Brunswick.
Aujourd'hui, je vous parle d'Ottawa, de la territoire non cédé des peuples algonquins et Anishinaabe. Je suis très reconnaissant de pouvoir travailler ici aussi sur le territoire euh, non cédé euh, 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 Mi'kmaq, Pescatawamacati et Wolastoqey au Nouveau-Brunswick. Euh, Notre organisation travaille principalement au Nouveau-Brunswick où on a environ 4500 travailleurs temporaires, principalement dans le secteur agricole, pêcherie et les usines de transformation du homard. Notre travail, ça comprend principalement des permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables, les permis de séjour temporaires pour les victimes de la violence familiale et pour les victimes de la traite humaine aussi. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que le rapporteur spécial a déjà dit. J'aimerais donc focaliser sur deux thèmes en général. C'est le thème de l'abordabilité et la réponse à ça et les permis de travail sectoriels. On vit actuellement une crise d'abordabilité, tout le monde sait ça, comme partout dans le pays. Le coût de la vie augmente, les salaires sont trop bas, tout est trop cher, les loyers augmentent sans cesse, les profits des grandes compagnies vont directement dans les poches des DG et des actionnaires. Les listes d'attente pour le soin de santé sont longues, le logement est inabordable. Le gouvernement et les gens veulent blâmer quelqu'un, et je veux être clair, c'est beaucoup plus facile de blâmer des migrants que tenir responsable des grandes entreprises qui jouent avec le logement. Ce n'est pas le travailleur temporaire qu'on soutient à Néguac ou à Pointe-Sapin au Nouveau-Brunswick qui surenchérit sur la famille moyenne pour une maison familiale, soit à Edmundston au Nouveau-Brunswick, soit à Montréal au Québec. Nous savons qui sont les vrais coupables. C'est des fonds d'investissement immobilier, des investisseurs spéculatifs, des sociétés qui n'existent que pour maximiser leur retour sur investissement et qui jouent avec le logement librement et légalement. Mais ce n'est pas nouveau. J'aimerais vous faire rappeler de l'année 2012. Il y avait de longues listes d'attente pour les soins de santé durant cette année-là aussi. La réponse du gouvernement Harper à ce moment-là était de couper l'accès aux soins de santé des réfugiés. En 2018, on s'inquiétait de la situation au chemin Roxham. Vous vous rappelez qu'il s'agissait d'une conversation par rapport à l'entente sur le pays tiers sûr. Même si c'était gérable et même si la solution, selon les experts, était de laisser les gens traverser la frontière de façon ordonnée, le gouvernement a décidé de fermer la frontière. En même temps, on avait vu des manifestations de l'extrême droite et nos politiciens de droite les ont soutenus. En ce moment-là, ils ont décidé que le problème était que le Canada laissait les Nations unies prendre sa souveraineté avec le pacte mondial sur la migration qui n'était même pas contraignant. Aujourd'hui, la décision est de fermer les portes aux travailleurs migrants dans certains secteurs. Tout ça parce que c'est beaucoup plus facile de pointer les travailleurs migrants du doigt au lieu de contraindre des investisseurs et des grandes entreprises. J'aimerais constater que le rapporteur spécial l'a vu venir. Il a écrit dans son rapport que diminuer le nombre de travailleurs migrants ne va rien faire pour changer le système. Les travailleurs qui sont ici vont continuer de faire face à l'abus et à l'exploitation. Deuxième chose, les permis de travail sectoriels. Nous savons que les permis de travail sectoriels ou régionaux sont actuellement sur la table pour améliorer la situation créée par le système de permis de travail fermé. Améliorer selon le gouvernement. Le problème est que ça ne changera rien. Ce n'est pas une exagération. Le rapporteur s'est déjà penché sur cette question. Ça ne va rien faire pour deux raisons principales. La première raison, dans les petites régions comme le Nouveau-Brunswick, où on travaille, tout le monde connaît tout le monde. Ça veut dire que même si une personne a un permis de travail sectoriel, c'est vraiment facile de se faire mettre sur une liste noire. Ça se produit déjà. Les gens avec qui on travaille qui nous disent qu'ils savent qu'ils ne pourront pas travailler avec une autre compagnie parce qu'ils ont essayé de revendiquer leurs droits. Ils se retrouvent à cause de ça sur une liste noire.
La deuxième raison, les permis de travail sectoriels et régionaux sont à la base des permis de travail fermés sous un autre nom. Même si quelqu'un avait un permis de travail sectoriel ou régional, ça ne lui permet pas d'exercer son droit à la liberté de mobilité. Oui, dans le cas d'un permis de travail sectoriel, une personne peut changer sa job à condition de ne pas figurer sur une liste noire. Oui, elle peut trouver un autre emploi ailleurs dans la région, dans le cas d'un permis de travail régional, mais c'est loin de la liberté qu'on tient pour acquis si on a la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Malgré tout ça, l'idée que la solution doit être quelque chose comme des permis de travail sectoriels est tellement répandue. Même le comité sénatorial dont Marissa a parlé avait en fait recommandé des permis de travail sectoriels dans leur rapport. Ils ont dit dans leur rapport qu'il y avait de l'enthousiasme pour l'idée dans les deux côtés, les employeurs et les travailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler d'un secteur, d'un permis de travail sectoriel ou régional du côté des travailleurs, des gens qui travaillent pour la défense des migrants. Je n'ai jamais entendu ça, mais c'est ça qui se trouve dans le rapport. Nous avons soumis une demande auprès de la sénatrice Ratna Omedvar pour lui demander de préciser cette recommandation, mais nous attendons toujours une réponse. Euh, Pour terminer, je veux tenir à remercier le professeur Obokata pour son travail extraordinaire qu'il a fait en nous fournissant un rapport qui met en lumière les violations des droits de la personne, nous permettant ainsi de continuer de défendre les travailleurs migrants avec le soutien dont nous avons besoin. Merci également aux organisateurs pour l'invitation, mais surtout solidarité avec vous toutes et tous. On se bat ensemble et on va gagner ensemble. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, Aditya. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout, merci pour votre commentaire sur les permis sectoriels, pour avoir partagé vos inquiétudes par rapport à cette solution. À la fin de l'événement, on va vous inviter à un prochain webinaire qui aura lieu spécifiquement sur ce sujet-là pour informer le grand public. Donc, la dépendance des industries à une main-d'œuvre à statut précaire au Canada, ça alimente aussi la population des personnes sans statut, car il est malheureusement facile de perdre son statut migratoire au Canada et difficile de le rétablir. Pour discuter de l'enjeu de l'exploitation des travailleurs sans statut au Canada, nous écouterons finalement Mme Nina Gonzalez, une militante pour les droits des personnes sans statut, qui s'implique avec le Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes, le CTTI, depuis 2018. Donc, Madame González s'exprimera en espagnol. Donc, on vous invite encore une fois d'activer la traduction simultanée si ce n'est pas déjà fait. Madame González, nous vous écoutons. Puede empezar su presentación. Gracias. Merci, merci. Et bonjour à tout le monde. Et merci pour le privilège de participer. Mais excuse-moi, je vais parler en espagnol. Gracias a todos y a todas y por el permiso y el privilegio de participar. De nuestra parte, como CTI, Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes de Montréal, Nous sommes y, des travailleurs migrants. y también como miembro del Comité de Mujeres, del Nous faisons comité. partie du comité des femmes. Yo profito del momento por saludar a mi camarada Caro, Je profite de l'occasion pour saluer mes camarades. porque desde el principio ella cuando su primer lugar fue con nosotros, entonces es Elles un ont orgullo commencé, compartir elles sont este ici espacio. aujourd'hui, on partage cet espace et c'est vraiment un plaisir d'être ici. On a été ensemble depuis le début. Bueno, para revenir a lo que nos reúne hoy, es que Pour en revenir à finalmente ce qui nous réunit aujourd'hui,
todos los cambios y todos los problemas que se han mencionado a nivel de nosotros, los inmigrantes, Tout ce qui a été mentionné concernant la problématique des personnes migrantes, et eh, peut-être es juste exprimer un message, Nina, si vous m'entendez, éteignez votre interprétation, comme ça ne vous dérangera pas. ok. ¿Te hablo sin problema? C'est Ok, un problème. Désolée, ok. c'était un petit réglage technique afin que Nina ne nous entende pas sur le canal en français. Ah, uy, ok. Entonces, es claro que el abuso y todo, para resumir, es que después de que recibimos la visita y Après vino avoir reçu la eh, visite el representante de la ONU, Monsieur du rapporteur spécial de l'ONU, Tomoya Obokata, y efectivamente el reporte que él dio está muy, muy apegado a la realidad. après avoir Entonces, reçu la visite de Tomoya Obokata, le rapporteur spécial, nous pouvons voir que la réalité est très similaire à ce qui est dans le rapport. Alors, je suis désolée, je entonces, pense que Nina, vous m'entendez encore? sí. C'est important que vous coupiez le son, sinon vous n'allez pas pouvoir vous exprimer tranquillement. Non, pas votre micro, vous devez le laisser ouvert, mais que vous n'entendiez pas le son. Donc, vous pouvez juste baisser le son si vous voulez ou enlever les écouteurs. Ok, bueno, voy a hablar así. Bueno. Entonces, lo que pasa es que la ilusión que teníamos con este reporte y esta importante visita de la Nous avions ONU, beaucoup d'attentes face à cette importante teníamos visite expectativas de de que iba l'ONU et à ce a rapport ser tellement important. favorables para los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes, para toda la inmigración Alors, de mano de obra, Là, je suis pero vraiment désolée, il va vraiment falloir que vous enleviez le français dans votre sélection de sons. Donc, en bas de... Je suis désolée, c'est parce que les gens, sinon, entendent ma voix et la vôtre en même temps. Donc, en bas de votre écran, il ok, va falloir que vous sélectionnez l'audio normal, original, et ni le français ni l'anglais. Et ça va nous permettre que ce soit plus fluide dans les deux canaux. Merci. Non, non, c'est pas grave, on a essayé de faire ça pour que ce soit plus simple. Donc, nous avions beaucoup d'attentes face à ce rapport. Et on pensait que les choses allaient s'améliorer. On pensait qu'il allait y avoir un changement positif face au cadre, aux lois du droit du travail en vigueur. Mais ce qu'on voit, c'est que la réaction du gouvernement, qui a une réaction négative, forte, qui va vraiment à l'encontre de la parole des travailleurs et travailleuses migrantes et qui va vraiment à l'encontre de toute la main-d'œuvre migrante qui vient dans ce pays. Donc, on voit qu'il y a un processus de congeler des permis, euh, des, des- des processus très négatifs à l'encontre des travailleurs. Et donc, beaucoup de gens sont affectés et nous sommes de très nombreuses personnes sur le territoire canadien qui travaillent depuis très longtemps. Parfois, nous sommes là depuis plus de 20 ans. Et nous sommes ici, nous n'avons plus d'autres endroits où aller non plus. Il y a des accords bilatéraux avec certains pays, notamment le Mexique, sur la question des permis sectoriels. Mais nous, on voit on fait face à des réponses négatives, discriminatoires à toutes nos tentatives d'améliorer la situation. Et encore une fois, face au rapport de l'ONU. Donc, ce qu'on voit, c'est une réaffirmation systématique du gouvernement canadien de sa politique. Et on voit que tant au niveau fédéral comme au niveau provincial, finalement, il y a une volonté d'utiliser les personnes migrantes comme il n'y a aucune volonté en fait des gouvernements fédéraux et provinciaux de transformer cette situation, ce système légal et la perception que les gens ont, comme si on venait ici pour voler le travail des autres, c'est vraiment encore la même chose. Alors qu'ils ont besoin de notre main-d'œuvre, ils ont besoin de notre travail. Et donc ils prétendent maintenir leur politique de violation des droits humains
Et c'est très clair, les dénonciations qui sont dans le rapport. Et ça reflète parfaitement notre réalité. Tous les témoignages et ce qui vient d'être dit ici sur le panel aussi. C'est important, c'est important de voir que c'est une machine qui produit des sans-statut, qui produit des gens sans papier, des gens qui vont faire face à des abus. Au centre des travailleurs migrants, beaucoup de gens arrivent. Et dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a toujours des gens qui arrivent avec des nouveaux problèmes, des travailleurs temporaires, des gens sans statut, qui font face à ces abus. Il y a une crise dans le système. C'est un système euh, qui produit des gens sans statut, qui amène les gens à se retrouver dans cette situation. Le gouvernement fédéral a annoncé un projet de programme de régularisation il y a 3 ans. Et nous attendons encore. Il joue avec nos sentiments, il joue avec nos vies. On parle de nos familles, on parle de grands-parents qui sont ici. Et vous savez que pendant la pandémie, comme il a été dit, nous étions essentiels. Alors là, oui, on avait besoin de nous. Les... Ça fait 3 ans que le discours politique qui est mis de l'avant, c'est les migrants. Les migrants, ça crée des problèmes. C'est ça le discours qui est véhiculé. On dit, ah, on n'est pas capable d'avoir un bon système de santé. Ce genre de discours sont dits, mais on ne fait pas le lien. Ici, il y a une crise du logement historique. Mais alors maintenant, le problème de la crise du logement, c'est les migrants. C'est des politiques qui continuent de reproduire le racisme. Il faut lire, il faut s'informer, il faut, et il faut nous unir et nous écouter. C'est important de se soutenir les uns les autres, de voir que le, de nous soutenir et de continuer à utiliser ce rapport. Et donc, je pense que je voudrais vous proposer d'inviter toutes les personnes qui sont sensibles à ce sujet, aux personnes migrantes, de faire une grève, une journée. Je pense que c'est une invitation importante pour que les gens comprennent. Juste un jour. Je pense qu'on peut le faire, ça peut être très symbolique. Mais un jour où est-ce qu'on ne travaille pas dans tous les secteurs? Et nous savons ce qui va se passer. Parce que la loi, en ce moment, elle est créée pour faire du mal. C'est une autre question que je vous lance. Que se passe-t-il avec le programme de régularisation? Alors voilà, merci. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me passionne. Période de questions, j'aimerais vous inviter à passer à l'action en signant une toute nouvelle pétition d'Amnesty International pour l'abolition des permis de travail fermés et l'octroi de permis de travail ouverts dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, elle vient tout juste d'être lancée et le lien sera partagé dans le chat. On va maintenant prendre les 30 dernières minutes pour ouvrir la période de questions. On en a déjà reçu plusieurs, donc si vous en avez encore à ajouter, dépêchez-vous. On ne pourra pas toutes les poser malheureusement. Vous êtes invité à les poser là, par écrit dans la boîte questions et réponses dans le menu du Zoom en vous présentant brièvement et en mentionnant à qui s'adresse la question. Donc, je vais ouvrir la période de questions avec une interrogation qu'on a reçue de M. Ricardo Lamour avant l'événement. Il nous avait déjà écrit, c'était le plus près. Donc, on va commencer par lui.
La question va comme suit et elle s'adresse à M. Obokata. Selon vos travaux, quelles mesures le Canada a-t-il implantées pour mieux comprendre les défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes d'ascendance africaine en provenance de différents pays d'origine? Et comment ces défis sont-ils pris en compte dans les efforts visant à lutter contre les formes contemporaines d'esclavage? Donc, est-ce que le Canada a implanté certaines mesures pour comprendre les réalités des personnes afrodescendantes? Et est-ce que leurs réalités sont prises en compte dans la lutte contre les formes d'esclavage moderne? Do you want me to try to resume it in English or it's all right? Sorry, are you asking me? Yeah. Was it translated to you or you want me to translate Well, it again? could I just ask, so are you talking about the workers, the people of African descent, so they're native Canadian, you're not talking about migrant workers? I think he This was question. maybe talking about both because it was not specified. Right. I mean, and obviously, for the migrants, I mean, they're different visa regime as opposed to citizens. So, I mean, Et un régime totalement différent pour des citoyens afrodescendants que pour des migrants d'origine africaine, par exemple. Mais l'héritage colonial et la discrimination, c'est un processus qui est très difficile d'identifier concrètement, non? Puisque c'est tellement transversal à toute la situation. Et ça arrive également avec la question des peuples autochtones au Canada et des Premières Nations. Ce n'est pas seulement les cas afrodescendants euh, et aux groupes racialisés en général, mais l'ensemble de ces discriminations historiques se reproduisent. Euh, et je pense que les peuples afrodescendants ont revendiqué leur reconnaissance comme une population spécifique dans le but de porter, de faire un suivi clair à leurs droits. N'hésitez pas pour les prochaines questions si vous voulez renchérir à la fin de la réponse du rapporteur. Donc, je vais joindre deux questions ensemble parce qu'elles concernent le même sujet. Donc, c'est une question de M. Gilles Clich et d'un participant anonyme. Les deux questions sont en anglais. So, Gilles Clich is asking, are there other countries where modern Gilles slavery... Clich demande, y a-t-il d'autres pays où l'esclavage moderne a été dénoncé par les Nations Unies ou par vos rapports en général? Et est-ce que vous avez vu un changement dans ce type de programme temporaire pour les travailleurs, des changements satisfaisants? Donc, il y a une autre question qui dit, est-ce qu'il y a des politiques similaires dans d'autres pays ou des exemptions? Donc, c'est ces deux questions en un. En termes de changement, par exemple, au Qatar, il y a un système qui s'appelle le Kafala, qui est un système assez similaire avec le permis fermé. Le Qatar fait partie des premiers pays qui a fait des réformes et qui a donc permis aux travailleurs de changer d'employeur sans avoir besoin de passer par les services d'immigration. La question, c'est la mise en œuvre. Le problème, c'est toujours la mise en œuvre. Donc, il y a eu un changement, une réforme légale au Qatar, mais la mise en œuvre laisse à désirer. En Angleterre, également, il y a un programme saisonnier. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, ce ne sont plus les employeurs qui recrutent, mais bien une espèce de bourse, une entité qui permet donc de changer d'employeur. Par exemple, en Thaïlande, en Corée du Sud et au Japon,
c'est les gouvernements qui s'occupent plus de la question du recrutement, ce qui a permis d'éviter certains patrons d'abus et d'exploitation. Donc, s'il y a plus de contrôle sur le processus de recrutement de la part des États et des gouvernements, ça a permis de diminuer ça et ça a permis donc de ne pas, et je ne parle pas seulement des secteurs de l'agriculture, par exemple, il y a d'autres solutions qui ont été mises de l'avant, comme d'ailleurs d'autres panélistes l'ont nommé. Thanks, Mr. Bokata. Est-ce qu'un des panélistes Merci, veut Monsieur Wakata. intervenir ou je passe à une prochaine question? Oui, Aditya, vas-y. Merci, Véronique. Comme la question a été posée en anglais, je vais répondre en anglais. Just want to note Je, that further to what Professor Bokata just spoke je about, voudrais juste ajouter à ce que le professeur Wakata disait sur la question du recrutement. Certaines provinces au Canada ont ont des régimes en place pour la question du recrutement des travailleurs. Elles sont très différentes les uns des autres. Mais ce que nous voyons maintenant, par exemple, sur l'île du Prince-Édouard ou au Nouveau-Brunswick, par exemple, il y a des nouveaux programmes qui sont en train d'être mis en œuvre. Au Nouveau-Brunswick, notamment, c'est un régime qui permet de donner des licences aux agences de recrutement, qui permet donc un certain contrôle. On veut que les provinces aillent de l'avant avec ça, mais la pression de la part des secteurs privés sur les gouvernements est très forte. Concrètement, on leur demande de rendre le plus facile possible l'approvisionnement en main-d'œuvre bon marché et exploitable. Donc c'est vraiment compliqué tant que l'idée ne change pas. Donc l'ensemble de ces programmes partout dans le pays font face à ça, notamment à cause c'est les provinces qui sont en charge de ces programmes, donc c'est encore plus difficile de par la caractéristique fédérale du gouvernement de réussir à agir. Donc, notamment les normes sur quelles sont les qualifications nécessaires pour devenir infirmière ou ceci ou cela sont différentes dans chaque province. Je voudrais juste ajouter quelque chose là-dessus, parce que je pense que c'est très complexe cette question de juridiction. C'est-à-dire qu'il y a un programme fédéral administré par l'État, donc de travailler, de programmes de travailleurs, de programmes temporaires pour les travailleurs migrants, mais chaque province la met en œuvre d'une façon différente. Et donc, ça crée une situation dans laquelle il y a des protections différentes selon les provinces et selon où est-ce qu'ils arrivent, finalement. Et ce qui crée un nouveau problème de discrimination. Et ça fait partie de mes recommandations d'ailleurs, de au moins avoir une discussion afin d'harmoniser certains aspects de la politique migratoire entre les provinces. Donc, je pense que c'est le moment afin que les provinces et les employeurs puissent avoir ce débat parce que les problèmes sont similaires partout au Canada. Donc, je pense que le fait d'harmoniser les politiques, c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que je peux, Véronique, me permettre de répondre? Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment une très bonne observation, professeur Abokata. Nos collègues d'Amnesty pourraient peut-être partager des efforts dans les derniers 30, 40 ans d'essayer d'avoir ce genre de coordination et d'harmonisation, mais ça a été très difficile. Je pense qu'on a réussi à avoir une réunion à peu près tous les 30 ans afin d'harmoniser certains programmes, notamment. Donc, imaginez, par exemple, sur la question des obligations en matière de droits humains, c'est très difficile de réussir à faire ça. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur d'autres sujets ont fait cette observation. Le Canada ne peut pas se cacher derrière son système fédéral afin de justifier ses manquements aux obligations en matière de droits humains au niveau international. Donc, je pense que c'est un sujet très important. Nous avons des cas quotidiennement dans lesquels c'est la situation.
notamment si vous êtes un travailleur du secteur du transport, donc qui est c'est régulé au niveau fédéral, par exemple, parce que selon les secteurs, certains secteurs font partie des compétences fédérales et d'autres des compétences provinciales. Donc, ça rend encore plus difficile la question du respect des Bon, des droits. commentaires très importants sur la multigouvernance au Canada qui crée bien des inégalités au sein des catégories de travailleurs. Donc, j'aimerais poser maintenant une question directement pour Madame Bénédicte Zé. Je ne sais pas si c'est un bon moment, si elle n'est pas loin, si elle peut allumer sa caméra. Sinon, je vais passer à une autre question pour le rapporteur spécial. Carole. Oui, j'essaie. D'accord. Super. Donc, on a une question pour vous de la part d'un participant anonyme qui demande, est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage les agences de recrutement et de placement qui exploitent les travailleurs étrangers temporaires? Est-ce que l'employeur fait partie de ce type de réseau? En général, il y en a les employeurs qui font partie, qui sont complices du réseau. Je parle de ce que moi j'ai vécu. L'employeur faisait partie de la complicité du réseau, c'est-à-dire il s'entendait avec l'agence de placement. Je ne peux pas dire ni la société ni la personne. Il s'entendait avec l'agence de placement qui prenait. euh, J'en ai été victime d'ailleurs. Ils prenaient de l'argent aux employés qui devait arriver quelque chose comme 10 000 à 20 000 $ qu'on te prenait pour te faire venir avec un permis fermé, ce qui te faisait vendre tout ce que tu avais dans ton pays pour venir travailler. L'employé et le recruteur étaient des complices. Ils prenaient cet argent dont tu payais pour venir travailler avec un permis fermé alors que tu n'as pas à payer pour venir travailler avec un permis fermé. Tu viens plutôt faire des travaux parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Les travaux que nous venons faire avec des permis fermés, c'est des travaux dans des secteurs où les employeurs ont des difficultés à trouver des Québécois qui peuvent faire ce style de travail parce que des fois c'est très physique, des fois c'est très mal payé et c'est très loin. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une promotion dans nos pays. C'était dans mon pays que je prends l'exemple. Ils font une promotion dans mon pays en expliquant qu'il te fait venir dans un pays de rêve où tu auras la liberté de choix, de droit, tu seras en sécurité, tu auras un avenir promoteur pour ta famille. Moi, par contre, on m'avait fait comprendre qu'un an après, mes enfants pourront arriver au Canada, mais c'était le contrat. Alors, tu t'actives à vendre tout ce que tu as qui te permettait de survivre dans ton pays pour venir dans ce pays d'accueil avec l'intermédiaire d'un agent de placement ou du recruteur. Tu arrives ici et puis on t'exploite comme on veut en te disant si tu n'es pas d'accord, on te fait retourner dans ton pays et la peur de retourner dans ton pays parce que le peu même que tu avais pour t'en sortir dans ton pays qui te permettait d'avoir un semblant de sécurité, tu l'as vendu pour revenir. Ça, c'est un cas. Et puis, j'ai vécu un autre cas. Là, c'était une amie. Elle est passée par l'intermédiaire d'une agence de placement qui a aussi pris son argent, mais là, c'était pour une société qui n'existe pas au fait. L'agence de placement a pris son argent, lui faisant signer un contrat juteux dans le secteur de la santé. C'était en pleine COVID dans le secteur de la santé. Elle était infirmière au pays, bourrée de diplômes. Elle venait travailler comme préposée aux bénéficiaires parce qu'on vient dans une terre où la vie est meilleure. C'est ce qu'on se dit avant de venir tomber sur des réalités qui ne sont pas du tout ce qu'on imaginait. Et puis arriver là, il n'y avait pas d'employeur du tout. Elle s'est rendue compte qu'elle avait signé avec un gestionnaire qui était mort depuis 3 ans, ce qui fait que l'employeur n'existait pas. Mais que ce soit les employeurs, que ce soit les recruteurs, que ce soit les agences de placement, si tout ça a eu lieu, moi je dis, c'est la faute du gouvernement. Parce que le gouvernement ne finit pas par accepter que tous les êtres humains sont égaux, que nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous la même valeur qui est la vie dans la dignité et le respect. Donc, le gouvernement, en quelque sorte, trouve un moyen de ne pas accepter euh, euh, l'autre être humain égal à l'autre. Le gouvernement
je vais dire les mots tels que je le pense, le gouvernement est raciste. Le gouvernement est discriminatoire. Parce que si le gouvernement aurait accepté l'autre être humain, on n'aurait pas en train de discuter sur on ne serait pas en train de discuter pour le permis fermé. On serait en train de discuter comment arranger les changements climatiques qui sont en train de détruire le monde entier. On sera en train de discuter comment arranger le problème des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent en train de vivre les maltraitances dans les maisons de retraite, dans les CHSLD. On sera en train d'arranger comment euh, 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 trouver des solutions pour réparer les erreurs que leurs ancêtres ont fait en venant coloniser le Cameroun, qui est mon pays. On serait en train de réfléchir comment rendre la dignité aux autochtones à qui ils ont pris leur dignité en venant leur tuer en complicité avec des églises et qui les ont rendus des drogués qui sont aujourd'hui. On serait en train d'arranger cela. Ils sont arrivés au Canada aujourd'hui. Soyons honnêtes, le Canada appartenait aux Autochtones. Je ne vais pas entrer là-bas au fond. Mais j'ai appris l'histoire du Canada avant de venir au Canada. C'est pour ça que j'étais tellement contente de venir au Canada parce que je savais qu'en venant au Canada, nous sommes en quelque sorte tous les immigrés. Mais nous savons quelle a été la pratique des gouvernements anciens pour coloniser et faire du Canada leur terre. Et ce qui était au Cameroun, ça a été juste des politiques et des armes différentes pour détruire les autres peuples. Mais maintenant, au lieu de chercher comment toujours chercher comment détruire l'autre être humain et dominer sur lui, moi je crois que même la réalité qui se passe dans le monde entier maintenant devrait amener à comprendre les gouvernements au lieu de mentir les Québécois en leur disant c'est les immigrés qui viennent créer la crise des logements alors que c'est eux qui ne parviennent pas à gérer le système de logement ou encore de trouver des excuses en mentant parce que ça c'est des mensonges qu'ils rencontrent à leur peuple, des mensonges qu'ils racontent aux citoyens, qu'ils racontent aux jeunes. Un jeune naît en sachant que si sa maman ne parvient pas à trouver une maison ou une vie meilleure, c'est à cause de l'immigré. Alors que moi, en tant qu'immigré, je viens travailler pour un salaire minable. Je fais 4 boulots à la fois pour pouvoir me payer des études d'infirmière et pouvoir continuer à vivre avec mes enfants. Et même avec mon cœur, que j'ai appris à connaître, que d'autres souffrent plus que moi, je suis toujours partante pour enlever de mes finances pour aider les autres. Et quand j'aide, je ne regarde pas si c'est un Québécois ou si c'est un Camerounais. Donc, au lieu de mentir à la population à qui ils sont en train d'enlever tout ce qui est amour humain pour mettre le capitalisme en dominant sur les autres êtres humains, ils devraient plutôt apprendre à comment communiquer, comment on peut travailler ensemble pour arranger les vrais problèmes de ce monde. Moi, c'est ma conception. Merci. Merci, Carole. On a été beaucoup à hocher de la tête pendant ton discours. Merci pour les liens entre les différentes luttes aussi. Extrêmement important à se rappeler. Je vais poser une question de Andrea Galvez à M. Tomoya Bokata. Je vais la poser premièrement en anglais pour vous laisser le temps de préparer la réponse et je vais la traduire en français puisque j'ai les deux versions. Donc, j'enlève cette tâche aux traductrices. Alors, en anglais. Would it be possible to explore the consequences? Est-ce que ça serait possible d'explorer les différentes conséquences des nouvelles visions européennes? Et il y a une clause, chapitre 25, c'est ACAUM, sur les pratiques de travail et des droits de travail dans le milieu agriculture et les chaînes d'approvisionnement. Qui serait la responsabilité? Alors, on parle de le travail forcé qui est défini. Ce serait possible d'explorer les conséquences de la nouvelle régulation européenne sur le devoir de diligence ainsi que les clauses du chapitre 23 de l'ACEUM sur les pratiques dans les chaînes d'approvisionnement agricole. Peut-on mobiliser non seulement les producteurs agricoles, mais aussi les marques et les commerces de détail par rapport aux très forts indicateurs de travail forcé identifiés par le rapporteur? Mr. Obokata, was it clear enough? Est-ce qu'on a pu poser la question de manière claire? C'est dans les questions. Oui. Ça, c'est une question qui m'adresse vraiment, oui, pour. C'est sur les directives
directive européenne, on parle de les clauses de chapitre 23, c'est la ACEUM qui parle des producteurs agricoles et des chaînes d'approvisionnement. Quand on parle de les rapports entre ça et le travail forcé. Alors, ça, c'est pas une question, ça va prendre la directive EU. Et moi, c'est deux questions qui sont en un. Euh, Maybe, maybe we can pass to another Désolée. help me explain it to you. Peut-être on peut passer à une autre question. Quelqu'un pourrait m'aider à mieux expliquer la question. Oui, je pense que c'est sur la réglementation pour l'Union européenne. Alors, Would it be possible to explain est-ce the que consequences? c'est de parler des conséquences de ces accords en les pratiques dans le secteur agricole sur les enjeux des droits de travail? Peu importe si c'est possible. Ces réglementations européennes sont imposées sur les compagnies européennes et un des enjeux, problème, c'est de faire le travail nécessaire. C'est un bon effort. Et récemment, Canada a aussi passé un commande, les droits de faire le suivi réglementaire. Et il y a des conséquences si on ne le fait pas. Mais si je comprends bien, ça applique seulement à 1% de ces pays européens. Et cette diligence raisonnable ou requise, c'est pas appliqué partout. Alors, il y a beaucoup de fermiers, des petits producteurs ne sont pas couverts par ces nouvelles réglementations de contrôle ou vérification. Si vous avez trop d'entreprises, c'est vraiment dur de réglementer, évaluer. Alors, si on parle des supermarchés, les gros chaînes, Tesco, dans le Royaume-Uni, s'ils font une exploitation de quelque chose de Canada, sinon, Tesco devrait être redevable ou devrait mieux faire pour assurer que les agriculteurs au Canada vont protéger les droits des personnes travailleuses. Oui, ils devraient le faire. Ça devrait être redevable et il devrait avoir un processus juridique. Par contre, ça pourrait mettre la pression sur ces grandes compagnies pour, dans leur chaîne d'approvisionnement, d'améliorer les conditions de travail. Oui, c'est facile pour les plus grandes compagnies de le faire, mais ils ont des gros départements. Alors, mais un petit agriculteur au Canada, est-ce qu'ils ont suffisamment de ressources d'implémenter les changements nécessaires? C'est des questions. Oui, peu importe la taille de l'entreprise, devraient protéger les droits des personnes travailleuses. Toutes les compagnies, tous les agriculteurs dans le milieu de service à la clientèle, les hôtels devraient protéger les droits des travailleurs et travailleuses temporaires. Mais souvent, c'est un manque de moyens. Dernière Et- question oui, on se permet une ah, dernière question. D'accord. Donc, il va nous ouvrir sur les changements qui sont réclamés. C'est une question de David Wessel. Je vais la poser en anglais. So it's a question for you, Mr. Obokata. It's going to be our last question. Alors, c'est pour M. Obokata. C'est notre dernière question. Il a posé la question. Il y a eu beaucoup sur les enjeux de permis ouverts ou les permis fermés pour les travailleurs et travailleuses temporaires. Comment est-ce qu'on pourrait aller dans une autre direction de ces permis de travail temporaires, ouverts ou fermés? Alors, peu importe. Est-ce que je peux dire, c'est les chemins vers le résident permanent? La résidence permanente devrait être ouverte, peu importe le statut des travailleurs et travailleuses migrantes. Peu importe. Tout le monde, les personnes qui veulent venir comme travailleurs migrants, des fois, je veux juste venir pour quelques mois parce qu'ils ont une famille. Et ça encourage le racisme, la xénophobie et des différences
ondes radio et médias encouragent ça, mais si on a des travailleurs temporaires qui viennent chaque année, ils ont toujours la même expérience, ils devraient avoir l'opportunité, l'occasion d'appliquer pour résidence permanente. Parce que s'ils peuvent, vous pouvez changer entre employeurs, peu importe, si vous avez votre PR. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un enjeu. Ça devrait être ouvert, peu importe le statut. Si c'est agricole, salaire minimum, beaucoup d'éducation, tous les travailleurs et travailleuses migrantes devraient avoir la choix, la chance de accéder au PR. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a besoin de discriminer en différents programmes? Oh, Merci, Véronique. Je me permets de donner le mot de la fin. Merci infiniment à nos panélistes, Bénédicte Carolzé, Aditya Rao et Nina Gonzalez, pour leur présence et pour le partage de leurs perspectives et expériences. Et un grand merci au rapporteur spécial, professeur Tomoya Obokata, de s'être rejoint à nous aujourd'hui. Avant de clôturer, j'aimerais vous demander encore une fois de passer à l'action en signant la pétition d'Amnesty International pour l'abolition des permis de travail fermés liés à un seul employeur et pour l'octroi de permis ouverts. Vous allez recevoir le lien ainsi que d'autres liens d'intérêt dans un courriel plus tard cet après-midi. Je vous informe également qu'en novembre, Amnesty International publiera un rapport de recherche au sujet des travailleuses et travailleurs migrants dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, ainsi qu'une campagne pour la défense de leurs droits. Donc, s'il vous plaît, restez à l'affût. Finalement, pour celles et ceux qui sont intéressés par ce sujet, il y aura une autre conférence virtuelle le 3 octobre au sujet des permis sectoriels organisée par Amnesty International Canada francophone avec l'Association pour les droits des travailleurs et travailleuses de maison et de ferme, où nous allons entendre des perspectives internationales pour creuser un peu plus sur ce sujet. Les informations, encore une fois, vous seront envoyées dans un courriel plus tard aujourd'hui. Donc, sur ça, je remercie encore une fois tous nos invités. Je remercie au RATMAC pour la co-organisation de cette conférence. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à nos interprètes aussi. Oui, merci à nos interprètes. Merci, Véronique. Merci. Thank you. Can I just say one more thing before I go? I just forgot to say that et j'aimerais juste dire une dernière affaire avant de partir. Canada next year officially. Bon, je pense que l'année prochaine, on va avoir une chance d'interagir si vous aimeriez aider à recevoir les contacts avec la société civile et le suivi de tout ça. Merci encore une fois. S'il vous plaît, gênez-vous pas de me relancer, me contacter. Je veux continuer à travailler avec vous, RATMAC, Amnesty International et tous les autres groupes. Votre travail est incroyable, fantastique. J'ai vraiment hâte à continuer notre travail ensemble. Merci beaucoup.